Bonjour, nous allons voir dans ce premier cours les environnements glaciaires et dans cette première partie, je vais traiter tout d'abord de trois grandes questions, à savoir qu'est-ce qu'un environnement glaciaire, comment forme-t-on un glacier et les différents types de glaciers. Nous verrons d'autres caractéristiques des environnements glaciaires et notamment aussi à la fin l'histoire des glaciations au cours des temps géologiques, des grandes glaciations, dans différentes parties qui vont suivre. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que on va nommer l'ensemble dans les environnements glaciaires sous la forme d'un mot, hein, la cryosphère, qui est l'ensemble de la glace terrestre, qui correspond environ à 1,7% de l'hydrosphère totale, mais à 70% des réserves en eau douce. C'est un réservoir extrêmement important de l'eau douce. Il recouvre environ 15% des terres émergées, 95% se situe en haute latitude, donc en Antarctique et au Groenland, sous la forme de très grandes calottes glaciaires qu'on appelle inland seas. Et puis il y en a 5% qui constituent les glaciers des hautes montagnes, ce qu'on peut trouver dans les Alpes, les Himalayas et les autres montagnes de par le monde. On va avoir des glaciers même qui vont être très basse latitude, tout à fait possible. Il faudra bien faire attention à ne pas confondre ces glaces-là, qui sont donc des réserves d'eau douce, avec la banquise. En effet, la banquise, c'est de l'eau de mer qui va geler. Et alors que dans notre cas, ce dont on va parler principalement, ça va être parce qu'on a un glacier, c'est de l'accumulation de neige. Donc, ne confondez pas banquise avec glacier. Donc, on ne traitera pas de banquise dans ce cours, mais uniquement des différents glaciers. Alors, la cryosphère, on connaît bien à l'heure actuelle, et elle fait partie des discussions quant à la diminution de cette cryosphère liée au réchauffement climatique. Il faut savoir qu'il y a une évolution au cours des temps géologiques de la taille de cette cryosphère, notamment au cours des derniers 3 milliards d'années. On va avoir des très grandes variations de cette taille de la cryosphère et qui sont simplement en lien avec la dynamique chimique et climatique de la Terre. Et donc, l'ensemble de ces informations, elles ont été observées par des traces laissées par la glace et le glacier au cours des temps géologiques. Donc, on va aussi discuter un peu plus loin dans le cours de comment reconnaître les traces de ces glaciers. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un glacier? C'est très important de se rappeler, c'est une masse de glace formée par accumulation de neige. On va avoir différents types. On va avoir l'inland seas au pôle, les calottes glaciaires qui couvrent entièrement les sommets montagneux. Donc vous avez une chaîne de montagnes qui est complètement recouverte par de la glace, on va appeler ça une calotte glaciaire. Vous avez les glaciers dits de cirque qui occupent une dépression en altitude, les glaciers de vallée qui donc s'écoulent dans une vallée, et puis les glaciers de piémont qui couvrent la plaine en aval de la vallée. Donc le piémont, c'est ce qui va arriver au pied des montagnes, et dans notre glacier peut descendre jusque là. Dans ces glaciers, on va avoir de la neige qui va s'accumuler dans un bassin versant. C'est une zone, une dépression dans laquelle on peut avoir une accumulation, où en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir en hiver de la neige qui va tomber, qui ne va pas être complètement fondue par la fonte printanière et estivale, et donc on va pouvoir l'accumuler d'une année à une autre successivement. Plus on va continuer ce phénomène, plus le stock de neige va augmenter, et alors il va commencer à remplir complètement les dépressions, et puis il va, au fur et à mesure du temps, progressivement recouvrir les sommets. Mais cette neige, elle va avoir une dynamique dont on va parler, parce qu'elle va avoir une tendance à s'écouler. Donc on va, par l'accumulation, créer une dynamique de mouvement de notre neige. Alors il faut bien se rendre compte que notre neige, elle va s'accumuler, et au gré des gels et des dégels qui vont se faire au cours du temps, elle va avoir tendance à se transformer en glace. C'est un phénomène qui va arriver assez rapidement, où on va plus avoir la forme très jolie de neige avec les cristaux qu'on a ici, et donc un système très poreux dans lequel on a beaucoup plus d'air que de glace, et à force de s'accumuler, la neige va se recomposer sous la forme de glace et elle va perdre, au cours du temps, elle va perdre sa porosité pour former une masse beaucoup plus compacte. Cette masse compacte va du coup augmenter en densité par la perte d'air
et elle va avoir tendance à à se comporter comme un liquide visqueux. Donc, elle va gagner en viscosité. Je vous rappelle que la viscosité, c'est la résistance à l'écoulement d'une masse de matière. Plus la viscosité augmente, plus un liquide résistera à l'écoulement. Et donc, en fonction de la topographie, notre glacier va se déplacer. En fait, on va accumuler, dans le cas du glacier typique, on va accumuler en altitude de la glace qui va s'écouler le long des vallées pour arriver au piémont. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus simple. Et donc, dans ces zones, on va avoir, comme ici, notre glace qui va s'écouler sur le fond, mais aussi toute la masse qui va s'écouler, avec un point ici de zone d'équilibre, dont on rediscutera, où on apporte moins de neige que ce qu'on en fait. Et en fait, on va arriver à un point limite en avant, où on fond plus rapidement, enfin, le point d'équilibre où on fond plus rapidement la neige qui va arriver. Plus on va faire fondre, plus ça va reculer, et plus on va, par contre, accumuler de la neige, et plus on va descendre. Dans les zones plates, cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. On va avoir une tendance à avoir une glace qui va fluer verticalement et horizontalement. Et donc cette neige, elle bouge. Comme vous pouvez voir, elle bouge même assez vite. Ici, vous avez des successions de photos journalières en Islande. On voit très très bien cette glace qui descend, et puis on voit qu'elle emmène avec elle des rochers. Elle entraîne tout ce qu'elle peut avec elle. Simplement parce que c'est une masse extrêmement importante de matériel qui s'écoule certes lentement, mais efficacement, et qui du coup peut transporter d'autres matériels adjacents, principalement son substrat et environnant, les roches environnantes. Donc la dynamique d'un glacier, elle est simple, elle va être régulée par, et d'un, la topographie, en fonction de la pente, et deux, le bilan accumulation-ablation. Alors, c'est assez simple. Dans le cas d'un glacier de vallée, par exemple, l'accumulation, si elle est supérieure à l'ablation, le glacier va avoir une tendance à avancer. Si l'accumulation est égale à l'ablation, le glacier va avoir tendance à être stationnaire. Et enfin, si l'ablation est supérieure à l'accumulation, on va avoir une tendance à ce que le glacier recule. En fait, il ne recule pas, au sens strict du terme, la glace ne remonte pas, simplement qu'elle s'écoule moins loin parce qu'elle fond avant de s'écouler jusqu'où elle pouvait s'écouler précédemment. D'où ce terme de recul. Comme vous pouvez voir sur l'exemple ici, là, où on avait le glacier Muir qui était beaucoup plus avancé dans les années 40 que ce qu'il n'est dans les années 2000, tout simplement parce qu'ils fond plus tôt que ce qu'ils ne fondaient avant, et donc du coup, il va avoir cette tendance à donner un aspect où il recule en fait. Il ne recule pas, il ne s'avance plus aussi loin que ce qu'il s'avançait précédemment. On va avoir différents types de glaciers, comme je vous ai dit, et ces différents types vont être définis par la géométrie, la dynamique du glacier. En fait, c'est principalement où est-ce qu'ils sont situés et leur taille et la façon dont ils vont se comporter. On va avoir trois grands cas. Le cas dit inland seas, le cas glacier des vallées et le cas calotte glaciaire et champ de glace, qui sont en fait le cas 3 étant le cas intermédiaire entre le cas 1 et le cas 2. Donc qu'est-ce que c'est que le cas 1, l'inland seas? La calotte polaire, sont des objets de très 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 grande taille qui sont définis sous la forme de ice sheet, donc couverture de neige, de glace pardon, en anglais. Et donc ce sont ces grandes calottes polaires que l'on trouve en Antarctique ou au Groenland, que l'on pouvait trouver par le passé en Amérique du Nord ou au nord de l'Europe pendant les périodes glaciaires. Et donc en fait ce sont des objets avec une épaisseur de glace extrêmement importante, où la glace peut être très ancienne, malgré le fait que de manière générale on a des taux d'accumulation par année qui sont extrêmement faibles. Tout simplement parce qu'il fait tellement froid, tellement sec qu'il neige très très peu. Alors on va prendre un exemple. Au dôme C, en Antarctique, la glace de la carotte Epica, dont vous avez ici les relevés en dessous, les relevés chimiques en fonction de la profondeur, et la profondeur est en mètres. On voit qu'on a plus de 3200 mètres de profondeur, ce qui correspond entre guillemets seulement à 700 000 ans, ce qui est extrêmement long, c'est un registre extrêmement important, mais on va finalement
accumuler assez peu de neige, parce qu'il neige très peu et en plus cette neige va être recomposée, on va perdre la porosité que l'on avait avant, donc elle va avoir une tendance à se tasser et donc du coup on va avoir finalement une quantité d'épaisseur relativement faible, un taux d'accumulation assez faible, très très faible, par année. Ces grandes calottes polaires ont avant tout des mouvements verticaux, c'est-à-dire que quand on va avoir de la neige qui va s'accumuler ici, sur la calotte, on va avoir une tendance à ce qu'elle s'accumule et avoir un mouvement vers le bas, par, par tassement tout simplement. Euh, Puis, une fois qu'elle va arriver vers le bas, on va avoir une tendance, hein, bien sûr c'est des grands mouvements, hein, on peut avoir localement des mouvements beaucoup plus fins, mais on va avoir des grands mouvements horizontaux cette fois-ci. Donc notre neige va d'abord avoir une tendance à avoir des mouvements verticaux, et puis après elle va avoir tendance à avoir des mouvements horizontaux, qui va, avoir une, qui va expulser la glace vers l'extérieur, et qui, en fonction de où on se situe, par exemple si on se situe en périphérie marine, arriver à expulser cette glace sous la forme d'icebergs qui vont, eux, remonter vers les moyennes latitudes et aller fondre en mer. Ces objets donc sont de très très grande taille et ils ont la particularité d'être assez propres, en fait, d'avoir une influence sur l'érosion assez faible. Quand on regarde la glace, ici, on voit qu'elle est magnifique, hein, les bleus magnifiques. En fait, comme ce sont des objets qui sont extrêmement grands, ils touchent finalement assez peu le substrat hein, qui est juste en dessous. Et ils vont avoir tendance à bouger très très lentement parce que le taux d'accumulation est assez faible. Par contre, ils ont une masse extraordinaire et ils vont influencer d'ailleurs hein, le rééquilibrage isostatique qu'il peut y avoir. Notamment, on voit des mouvements verticaux de très grandes régions liées au fait qu'il y ait eu cette masse par le passé. Mais ils vont avoir au final un effet érosif assez faible par rapport à ce qu'on pourrait attendre au vu de leur masse. Tout simplement, s'il y a des zones de contact qui sont assez restreintes, puis ça bouge assez lentement et assez peu. On va pouvoir trouver le cas numéro 2, cette fois-ci, du cas des glaciers des montagnes, dits alpins, hein, parce que c'est le modèle décrit, qui a été décrit historiquement, hein, mais qu'on retrouve dans tout un tas de chaînes de montagnes. Cette fois-ci, on va être dans des environnements d'altitude, avec des grosses variations topographiques, hein, contrairement au cas précédent qui était assez plat. Là, cette fois-ci, c'est vraiment des grandes variations topographiques. Alors, ça va être dans les chaînes de montagne, mais ces glaciers iconiques ne représentent que 5% de la cryosphère, la majorité étant dans les calottes polaires. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne en fait des systèmes qui ont une forme très très allongée, depuis le sommet vers le bas, comme une forme de langue, hein, c'est ce qu'on appelle une langue glaciaire qui va descendre en aval vers la vallée jusqu'à un front, c'est-à-dire jusqu'à la fin du glacier, hein, qu'on appelle le front glaciaire, c'est l'endroit, la limite hein, extrême du glacier, où en fait il va complètement fondre. Donc ici vous avez un modèle assez exhaustif qui vous présente l'ensemble des parties hein, de ce glacier. Et donc on va avoir de l'accumulation en haute latitude ici, on va avoir tout un tas de caractéristiques particulières. Notamment, on pourra noter les zones d'accumulation sont souvent des zones qui vont être à l'ombre, qui sont en haute altitude et qui vont être à l'ombre, hein, donc avoir une tendance à ne pas fondre au soleil. Et donc, on va accumuler la glace dans ces zones-là et elle va descendre dans la vallée, d'où des systèmes très allongés. En descendant, elle va avoir une tendance à éroder, elle va laisser tout un tas de marques dont on va discuter ultérieurement. Elle va descendre, descendre pour arriver jusqu'à un front ici, le front glaciaire. Puis on a associé à ça des dépôts dont on va parler de nouveau, souvent des moraines latérales, frontales, de l'érosion en dessous sur les zones les plus tendres, et des ressauts qui vont être marqués par le fait d'avoir des zones plus dures. Ici, sur la glace, vous avez peut-être déjà entendu parler des séracs, qui sont des crevasses. Mais on a aussi des lacs sous-glaciaires, des lacs proglaciaires, hein, à l'avant des glaciers. Et enfin, ils vont laisser une trace des vallées qui vont être tendance à être en auge, hein, sous la forme d'un U. Donc, une géométrie assez caractéristique que l'on retrouve couramment hein,
dans les chaînes de montagnes, notamment dans les Alpes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La particularité qu'on va avoir dans ces glaciers, c'est qu'ils vont être très très mobiles. Ils vont se déplacer extrêmement rapidement, hein, comme je vous l'ai montré précédemment dans la vidéo. La glace, elle est proche de zéro et elle est très plastique, d'où ces mouvements qui sont possibles. Cette glace, elle va fluer d'amont en aval et elle va atteindre en quelques milliers d'années, hein, au plus vieux. Donc elles vont être beaucoup plus jeunes, hein, que les glaces des calottes polaires, parce qu'elles sont très rapidement, beaucoup plus rapidement recyclées depuis le dépôt vers la fonte au piémont. Donc on considère qu'on va avoir des vitesses qui vont être de quelques dizaines à quelques centaines de mètres par an, hein, donc c'est très rapide. Dans la zone amont, c'est la zone où on va avoir une accumulation. On va avoir un écoulement qui va se faire principalement en profondeur, hein, plus rapide ici qu'à la surface. Donc on va avoir tendance à avoir une glace qui est très rapide, hein, en profondeur ici. On va avoir une glace qui va avoir tendance à être extrêmement abrasive et donc arracher énormément de matériel qui va pouvoir transporter sous forme de dépôt par la suite glaciaire. Et donc du coup, si on a des dépôts de neige qui vont se faire horizontalement, on va avoir tendance à les verticaliser. Quand on va descendre, donc elles vont devenir assez verticales ici, dans la zone de transport, hein. Et puis quand on va tendance à arriver en pied de ces langues glaciaires, cette fois-ci, la zone de la surface du glacier, ici, surface supérieure, va avoir une tendance à s'écouler beaucoup plus rapidement que la surface inférieure. Et donc, on va avoir une tendance à avoir des couches qui vont être très obliques. Donc, si vous creusez ici, verticalement, faites bien attention, hein, l'orientation des couches font qu'elles, verticalement, elles n'auront pas toutes le même âge. Donc, on a une dynamique et des zones qui ne vont pas toutes aller à la même vitesse, même si on a globalement un écoulement assez rapide du haut vers le bas. Et puis surtout, on va avoir ce matériel qui va être érosif et qui va laisser des traces. Et donc, il va être érosif principalement sur le fond, ici, et sur les bords. Sur les bords, sur l'ensemble de sa longueur. Donc ici, sur les bords ici, sur les bords ici. Donc, qui vont laisser des traces, une érosion, comme vous pouvez voir ici, laisser des traces dites de vallées en auge ou en U, qui sont assez caractéristiques, même si on peut avoir des glaciers qui n'ont pas laissé ce forme de vallée, ou des vallées dans lesquelles il y avait des glaciers qui n'ont pas conservé parfaitement la géométrie. Il en reste que c'est la géométrie classique du passage d'un glacier dans une vallée. Les glaciers vont avoir une tendance à éroder et donc ils vont laisser un matériel lié à cette érosion qu'on appelle la moraine. Donc c'est le dépôt typique du glacier. Cette moraine, il y en a différents, enfin ces moraines, hein, il y en a différents types. On va avoir la moraine dite latérale, qui est sur le bord ici. On va avoir la moraine de fond, dont je vais reparler, hein, par la suite. On va avoir la moraine frontale que l'on ne peut pas voir sur ce dessin parce qu'elle est en avant, hein, du glacier, une sorte de butte en avant du glacier. Puis on va avoir la moraine ici centrale qui provient de la réunion ici de deux langues glaciaires, nommées aussi moraine médiane. Et puis on peut avoir des moraines intraglaciaires, hein, comme ici, qui proviennent de différents affluents glaciers. Un glacier ayant une dynamique qui pourrait se rapprocher, hein, de rivières qui vont se rencontrer pour former un plus grand système, comme deux petites rivières qui se rejoindraient, formeraient un ruisseau, une rivière encore plus grande qui pourrait se rejoindre et former une rivière encore plus grande jusqu'à rejoindre un fleuve, et ainsi de suite. Donc les glaciers, hein, ça marche de la même manière, on va avoir tout un tas d'affluents qui vont se rejoindre. En période glaciaire, les glaciers ont une extension qui vont être très très grande, hein, donc on va retrouver des dépôts morainiques qui vont se déposer jusque dans les piémonts, qui vont avancer extrêmement loin, hein, dans le paysage. On ne va plus être restreint au paysage montagneux, mais par exemple, on peut trouver des dépôts morainiques. Lorsqu'on est à Lyon, on peut trouver des dépôts morainiques qui proviennent des Alpes, Alpes qui sont à plus d'une centaine de kilomètres à l'est.
Enfin, le troisième cas, ça va être les cas des calottes et des champs glaciaires, qui eux sont des systèmes intermédiaires, donc, qui sont en fait des systèmes de calottes qui sont plus petits que l'inland seas, des inland seas, pardon, euh, et dont la dynamique n'est principalement pas contrôlée par la topographie, mais on est dans des systèmes où on peut avoir des glaces qui vont rester permanentes. Alors, quel est le cas qu'on retrouve le plus? En fait, c'est l'Islande. Grosso modo, on va avoir de la topographie qui va se mettre en place, enfin qui existe, puis on va avoir une calotte qui va se mettre en place sur cette topographie, qui va avoir tendance à recouvrir complètement hein, cette topographie. Et donc on va avoir un système qui va être intermédiaire entre un peu d'influence, mais ce n'est pas ce qui contrôle majoritairement la topographie, et on est quand même dans des systèmes qui vont être plutôt de haute latitude, donc on a une forte accumulation de glace, mais beaucoup plus petits que les calottes polaires. Donc il y a des systèmes intermédiaires entre les glaciers des vallées et les calottes polaires. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui, et puis on continuera dans la partie 2. Je vous remercie.